Les cancers du côlon. Ce sont des tumeurs malignes développées aux dépens du segment intestinal, compris entre la valvule de Bowen et la jonction recto-sigmoïdienne. Alors, la valvule de Bowen, c'est un repli de la paroi interne du sécom au niveau de l'ébouchement vers l'intestin grêle. Empêche le reflux des liquides du côlon. C'est le cancer le plus fréquent, tous sexes confondus, et il présente 50% des cancers digestifs. L'âge moyen, donc c'est 70% et rarement avant 50%, est diagnostiqué 3 ans plus tôt chez les hommes. Sexe ratio est égal à 1,5, légère prédominance masculine, donc survie à 5 ans, tout stade confondu, est égal à 60%. Donc, un petit rappel anatomique, on distingue selon la vascularisation le côlon droit et le côlon gauche. Le côlon droit donc, se représente par le sécom, le côlon ascendant, l'angle colique droit et 2/3 droit du côlon transverse et dépend des vaisseaux mésentériques supérieurs. Le côlon gauche, donc 1/3 gauche du côlon transverse, angle colique gauche, côlon descendant, iliaque et sigmoïde. Il dépend des vaisseaux mésentériques inférieurs. Les branches coliques issues des artères mésentériques se divisent à proximité du côlon et s'anastomosent pour former l'arcade artérielle paracolique de Riolan. La vascularisation veineuse est presque superposable à la vascularisation artérielle et le drainage lymphatique concerne les ganglions épicoliques, paracoliques, intermédiaires, centraux et principaux. Épidémiologie. En Algérie, il représente avec les cancers du rectum les deuxièmes cancers après le cancer du poumon chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. Les premiers cancers digestifs et le sexe, il existe une légère prédominance chez l'homme par rapport à la femme. Le cancer colorectal est le 4e cancer dans le monde et le premier cancer en France. Le cancer du côlon représente à lui seul 65% des localisations. Donc, on a le côlon gauche représente 60%, donc 2 fois sur 3 le sigmoïde, et le côlon droit donc représente 40%, 2 fois sur 3 le sécom. Distribution géographique, donc plus grande fréquence dans les pays industrialisés. Et on a comme facteur de risque, on trouve la population à risque moyen, c'est les sujets plus de 50 ans. Et la population à risque élevé sont les parents au premier degré de sujets atteints d'un cancer colorectal et les personnes qui ont des antécédents personnels ou familiales d'adénome colorectal ou personnel de cancer colorectal. Et après, on a la rectocolite hémorragique ou bien la maladie de Crohn. Et bien sûr, la population à risque élevé, ce sont les familles atteintes de cancer à transmission héréditaire. On trouve aussi les adénomes, qui sont des tumeurs épithéliales bénignes. On a les adénomes plans, ont un risque plus élevé et plus rapide de transformation maligne. Et les facteurs héréditaires et génétiques, qui sont représentés, les personnes qui représentent des antécédents personnels et familiales de cancer colorectal et aussi d'adénome colorectal. Et les sujets à risque très élevé, les patients qui ont des maladies héréditaires à transmission autosomique dominante. Et aussi, on a les polyposes adénomateuses familiales. Ce sont des développements après la puberté de plusieurs centaines d'adénomes intestinaux. Hypertrophie de l'épithélien pigmentaire de la rétine. Donc, on a dans 70% des cas. Et les autres manifestations extracoliques, les manifestations extracoliques les plus graves et les plus fréquentes sont les tumeurs dysmoïdes, les adénomes duodénaux et de la papille, et plus rarement les ostiomes, les hépatoblastomes, les myéloblastomes et les cancers thyroïdiens. On a aussi le syndrome de Lynch, qui est le cancer colorectal héréditaire sans polypose. Et là, il survient vers 40 à 50 ans et atteint le plus souvent le côlon droit. Et les adénomes peu nombreux et de petite taille, avec parfois un aspect plan. Diagnostiqués par les 3 critères d'Amsterdam. L'IROMA, 3 apparentés en moins sont atteintes donc de cancer du spectre HMPCC et dont est diagnostiqué avant l'âge de 50 ans. Deuxièmement, on a un sujet atteint par an au premier degré des 2 autres. Troisièmement, on a 2 générations successives sont atteintes. On distingue le syndrome de Lynch 1 qui est
prédisposition exclusivement colorectale, et syndrome de Lynch 2, où des cancers d'autres localisations sont retrouvés dans l'estomac, l'intestin, le grêle, l'ovaire, l'endomètre et les voies urinaires. Et aussi, comme facteur de risque, on trouve la rectocolite ulcéro-hémorragique et la maladie de Crohn. Les facteurs alimentaires et métaboliques, les facteurs associés à une augmentation du risque de tuberculose, on trouve les graisses, les viandes, les protéines, les calories, l'obésité et diminution de l'activité physique, les hydrates de carbone et l'alcool et tabac. Les facteurs associés à une diminution du risque de tumeur colique, les fibres alimentaires et végétaux, et le calcium, sélénium et les vitamines. Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Donc, anatomie pathologique. Macroscopiquement, on trouve la forme végétante exophytique, s'intéresse le côlon droit et entraîne rarement une sténose. Après, on a la forme infiltrante, s'intéresse le côlon gauche à l'origine de sténose, cancer envirol. La troisièmement, on trouve la forme ulcéreuse pure, elle est rare, souvent associée aux formes précédentes. Donc, microscopiquement, on a les adénocarcinomes lébercuniens. Dans 94 des cas, on a l'adénocarcinome colloïde ou bien mucineux, l'adénocarcinome en bague à chaton, dans 4% des cas. Après, on a les carcinomes, Après, on a les carcinomes épidermoïdes qui sont parfois mixtes par épidermoïde et glandulaire. Après, on a les lymphomas non-hodgkiniens, les sarcomes et les tumeurs carcinoïdes. Donc, comme extension, on a les extensions locorégionales, veineuses et nerveuses, extension lymphatique et des métastases à distance. Donc, on a les métastases hépatiques qui sont... Donc, le foie, c'est le principal site métastatique. Foie droit, surtout. Donc, après, on a les métastases pulmonaires, les métastases cérébrales et osseuses. Mais là, ce sont plus rares. Les classifications. Donc, classification TNM, donc, du cancer de côlon. Donc, on a tumeur primitive. Donc, premièrement, on a carcinome in-situ. Donc, la tumeur intramuqueuse ne dépasse pas la musculaire et muqueuse. T1, c'est tumeur envahissant la sous-muqueuse sans la dépasser. T2, c'est tumeur envahissant la musculeuse sans la dépasser. T3, c'est tumeur dépassant la musculeuse et atteignant la susurreuse sans atteindre la sureuse. T4, c'est tumeur perforant le péritoine viscéral ou bien et ou envahissant les organes de voisinage. Maintenant, comme on a les tumeurs primitives, donc on a les ganglions régionaux. L'examen d'au moins 12 ganglions régionaux est recommandé. Donc 1,0, donc absence de métastase ganglionnaire régionale. N1, c'est métastase dans 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux. N2, c'est métastase dans 4 ou bien plus de ganglions lymphatiques régionaux. NX, c'est statut ganglionnaire non évaluable. Après, on a les métastases. On a M0, c'est absence de métastase. M1, c'est présence de métastase. On a l'atteinte des ganglions iliaques externes ou bien iliaques communes est considérée comme M1. Après, on a MX, c'est statut métastatique inconnu. Donc, nous avons le diagnostic. Alors, le cancer du côlon, donc situé en amont de la jonction recto-sigmoïdienne à 15 cm de la marge anale. Donc, très lentement asymptomatique. Il se représente par altération d'état général, douleur abdominale, troubles de transit, d'apparition et de modification récente. Donc, il se représente aussi par hémorragie digestive sous forme d'anémie, surtout le côlon droit. Donc, le méléna, c'est côlon droit aussi. Donc, et rectorragie. Donc, après, on a surinfection. Donc, symptomatologie, il y a un minimum une sigmoïdite aiguë. Donc, le patient a sigmoïdite aiguë. Les complications, donc, on trouve les occlusions aiguës, les perforations, endocardite et septicémie, un germe digestif. Et le diagnostic là se fait par la coloscopie avec les biopsies. Les examens complémentaires, qui me rappellent examen de référence, c'est la coloscopie, permet de poser un diagnostic histologique par biopsie, nécessite une exploration colique complète et résection endoscopique des adénomes. Si occlusion aiguë ou échec de cyclique de la coloscopie, indication du lavement opaque par lacune et vérole.
Donc, les formes compliquées, on trouve les formes occlusives, abcès péritotumoral et perforation colique qui se manifestent par péritonite généralisée, perforation de la tumeur, perforation diastatique et péritonite localisée. Les formes fistulisées à la peau, dans le tube digestif et dans la vessie par fécalurée plus pneumaturée. Le traitement, donc la chirurgie constitue le seul traitement potentiellement curateur. Donc on a dans un but de réséquer la tumeur, réaliser un curage ganglionnaire, rétablir la continuité digestive. Donc on a le traitement chirurgical radical, c'est exercer la tumeur primitive avec des marges de côlon sains. Minimum 5 cm. Ligature des vaisseaux à l'origine permet une exérèse large du mésocôlon et des ganglions lymphatiques de drainage. Donc, le traitement voit d'abord la parotomie le plus médiane, le plus souvent, et la chirurgie colique sous cœlioscopie a fait la preuve de sa faisabilité et de son efficacité. Donc, la méthode et indication, le type de l'exérèse colique est conditionné par la topographie tumorale. Donc, les cancers du côlon gauche sont traités indifféremment par hémicolectomie gauche vraie, colectomie segmentaire, et les cancers du côlon droit sont traités par hémicolectomie droit. Les cancers du côlon transverse sont traités par colectomie transverse. Donc, traitement chirurgical palliatif par les exérèses de propreté et les dérivations. Et traitement des formes compliquées, donc par chirurgie, les formes occlusives par chirurgie, donc colostomie, résection, plus ou moins rétablissement de la continuité digestive après lavage colique opératoire, endoprothèse pour lever l'occlusion, puis traitement du cancer par la suite. Donc la péritonite par perforation, chirurgie, toilette péritoniale plus exérèse plus colostomie. L'abcès périnéoplasique, drainer l'abcès par voie percutanée, puis traitement du cancer par la suite. L'hémorragie, bien sûr, chirurgie pour hémostase. Et après, on a la chimiothérapie, donc chimiothérapie adjuvante en complément de la chirurgie à visée curative si atteinte ganglionnaire. Et chimiothérapie palliative, l'objectif majeur est d'augmenter la durée de survie globale tout en préservant une qualité de vie acceptable et avec une tolérance satisfaisante. Elle est indiquée en cas de lésion métastatique et localement avancée. Alors, la prévention, elle a pour but d'améliorer le pronostic des patients par un régime alimentaire, donc pauvre en viande et graisse animale et riche en fibres. La résection endoscopique des polypes, la chirurgie de la polypose familiale et de la HMPCC, la surveillance de la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Comme conclusion, seule la détection sur une grande échelle des cancers du côlon au stade asymptomatique semble capable d'améliorer de façon significative le pronostic.